Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Nous commencerons ce point presse avec la présentation des agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Nous ferons ensuite un point sur les actualités du ministère et le focus thématique sera cette semaine consacré à l'intelligence artificielle. Nous accueillons à ce titre Bertrand Rondepierre, directeur de l'Agence ministérielle d'intelligence artificielle de défense, qui reviendra sur la création de l'agence et ses missions. Enfin, nous ferons un point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Je commence donc avec l'agenda de Sébastien Lecornu. Mardi et mercredi, le ministre des Armées s'est rendu successivement à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre de la déclaration du gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine, suivi d'un débat et d'un vote en application de l'article 50-1 de la Constitution. À cette occasion, le ministre a détaillé le soutien militaire de la France à l'Ukraine nécessaire pour l'aider à faire échec à la guerre d'agression lancée par la Russie. Il a également salué le bilan des industriels français qui œuvrent pour la réussite de l'économie de guerre. Aujourd'hui, le ministre se rendra à Villacoublay pour visiter le poste d'opération du système de lutte anti-drone pendant les JOP. Il se rendra ensuite sur la base aérienne d'Avord, dans le Cher, et à cette occasion, il signera cet après-midi une lettre d'intention en vue d'une convention entre les armées et les collectivités territoriales volontaires. Lundi 18 mars, le ministre sera au Fort Neuf de Vincennes pour le lancement du plan fidélisation dans les armées. Je passe maintenant à l'agenda de Patricia Mirallès. Demain, la secrétaire d'État se rendra à Gap pour une séquence autour de la transmission de la mémoire, qui est un enjeu majeur pour les armées. Elle se rendra d'abord dans un collège pour échanger avec les élèves de 3e qui présenteront leur atelier Mémoire et Avenir cette année sur le thème du 80e anniversaire de la libération de la France. Elle rencontrera également des élèves de terminale du lycée Sévigné. Ils sont engagés depuis plusieurs années en faveur de la mémoire et ils ont élaboré un ouvrage intitulé « Gap au fil de l'histoire » qui a reçu plusieurs prix nationaux. Elle remettra ensuite l'insigne de Grande Croix de la Légion d'honneur au colonel Delmas, dont le service exemplaire illustre au plus haut niveau l'engagement des soldats français. Et lundi, Patricia Mirallès se rendra en Savoie pour inaugurer la 4e maison Athos de Savoie, cœur de Savoie. D'ici 2030, 10 maisons Athos accueilleront plus de 1000 blessés psychiques pour les accompagner dans leur parcours de reconstruction. Mardi, elle présidera la cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Je débute les actualités du ministère avec un exercice cyber majeur, DEFNET 2024. Pour la 10e année consécutive, le commandement de la cyberdéfense pilote l'exercice DEFNET qui se tiendra du 18 au 29 mars. Organisé à l'échelle nationale, DEFNET simulera une trentaine d'incidents cyber simultanés et il permettra d'entraîner toute la chaîne de défense cyber en intégrant les unités de chaque armée, mais aussi l'ANSSI et le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Dans ce contexte de menaces cyber élevées que nous connaissons, cet exercice constitue un enjeu majeur de préparation opérationnelle pour les armées. Et cette année, il vous sera proposé de suivre un groupement d'intervention cyber lors d'un incident simulé sur un Griffon de l'armée de terre. Cet événement, dédié aux journalistes, aura lieu à Satory à Versailles le 26 mars matin. Vous recevrez une invitation presse dans les prochaines heures. Toujours en lien avec la préparation opérationnelle des forces, je continue avec l'exercice Grand-Duc 2024. Du 17 au 29 mars, l'armée de terre organisera cet exercice sur une zone d'opération située entre Amiens et Belfort, comprenant 4 camps de Champagne, Mourmelon, Suippes, Mailly et Chaumont. Il s'agit du tout premier exercice du nouveau commandement des actions dans la profondeur et du renseignement, le CAPR. L'objectif de ce commandement est de pouvoir renseigner et agir dans les 50 et 500 km derrière les lignes ennemies. Et l'exercice Grand-Duc 24 permettra de travailler l'emploi en synergie des fonctions opérationnelles du CAPR en réunissant le renseignement, l'artillerie et l'aviation légère de l'armée de terre.
2 séquences sont prévues pour la presse. La première, c'est une immersion pendant la phase préparatoire. Et ensuite, c'est le suivi des tirs à Latte à Mourmelon, avec la possibilité d'échanger avec le général commandant le CAPR et le chef de corps du 2e régiment de hussards. Je poursuis avec l'exercice Volfa 2024. Du 11 au 29 mars, l'armée de l'air et de l'espace organise son entraînement majeur de préparation au combat des forces conventionnelles Volfa 2024. L'exercice implique plus de 50 aéronefs, 1000 participants et 5 nations partenaires. Canada, Espagne, Grèce, Italie et Royaume-Uni. C'est un exercice complexe et réaliste qui s'articule autour d'une vingtaine de raids aériens menés de jour comme de nuit, durant lesquels toutes les dimensions des opérations aériennes sont représentées. Cette édition marque l'intégration accrue au scénario de la dimension multi-milieu, multi-champ, c'est-à-dire cyber, espace et lutte informationnelle. À cette occasion, des journées presse seront organisées sur les bases aériennes 118 de Mont-de-Marsan et 123 d'Orléans-Bessy. J'invite les médias intéressés à se rapprocher de l'armée de l'air et de l'espace. Je vous signale par ailleurs l'appareillage du patrouilleur outre-mer POM, Terry-Héroux à Terry-Héroux-Itérail, le 16 mars à Brest. Il débutera samedi son déploiement longue durée qui l'amènera à rejoindre son port de base de Papeete, en Polynésie française, où il poursuivra ses essais avant son admission au service actif. 2e bâtiment de la série des POM, il est baptisé en l'honneur d'un compagnon de la libération originaire de Polynésie. Ce fervent patriote a pris une part très active au ralliement des établissements français d'Océanie à la France libre et a permis l'enrôlement de nombreux volontaires tahitiens dans les forces françaises libres. Les POM constituent une série de 6 navires modernes de la classe Félix Éboué, dont 2 doivent à terme être déployés en Polynésie française. Il marque le renouvellement de nos moyens positionnés en Outre-mer pour protéger nos concitoyens et nos espaces maritimes. Je continue avec la prise d'armement pour essai du sous-marin nucléaire d'attaque Tourville. Demain, le vice-amiral d'escadre Jacques Fayard, commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique Alfost, présidera la cérémonie de prise d'armement pour essai du sous-marin nucléaire d'attaque Tourville. Cette cérémonie marque la fin de la phase de construction du SNA et le début de la période d'essai avant son admission au service actif. Lors de la construction d'un bâtiment, des essais sont menés sous le contrôle de la Direction générale de l'armement afin de vérifier les performances du bâtiment. Durant ces essais, un équipage de la Marine nationale est formé puis intégré à cette phase qui voit le bâtiment devenir un navire de guerre à part entière. Le Tourville est le 3e SNA de type Suffren et cette prise d'armement constitue la poursuite du programme Barracuda qui prévoit la construction de 6 SNA. J'en termine avec 2 actualités sportives et culturelles. Demain, vendredi 15 mars, l'équipe de rugby de l'armée de terre affrontera la British Army à Serres-Castet, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le cadre du Crunch annuel. La marine affrontera également la Royal Navy, samedi à Vannes. Par ailleurs, les rugbymen de l'armée de l'air et de l'espace ont, de leur côté, remporté le Crunch des aviateurs le 6 mars dernier. Nous souhaitons la même réussite à l'armée de terre et à la marine nationale. Pour finir, le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes aujourd'hui et ce jusqu'au 17 mars. Le ministère des Armées, acteur et partenaire du tourisme de mémoire, fera découvrir son patrimoine culturel, mémoriel et historique exceptionnel, notamment à travers des visites virtuelles. Alors que la France commémore cette année le 80e anniversaire des débarquements de la Libération et de la Victoire, l'accent sera mis cette année sur le patrimoine mémoriel de la Seconde Guerre mondiale. Le samedi 16 mars, une conférence animée par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives proposera un tour de France des lieux de mémoire en lien avec les débarquements et la Libération. Avant de passer au focus thématique, avez-vous des questions en salle ou en audio ? Merci, Rina Bassiste, Jérusalem Post et Al Monitor. Deux sujets, s'il vous plaît. D'abord, l'aide humanitaire à Gaza. Est-ce que vous pourriez donner quelques détails? Comment c'était passé exactement avec les Jordaniens? Est-ce que vous avez
amener des matériels en Jordanie et depuis utiliser des avions jordaniens? Comment c'était passé? Est-ce qu'il y a d'autres aides humanitaires qui sont prévues air, terre ou mer aussi depuis le Chypre? Et une deuxième question, en fait, il y avait des publications hier en Israël disant que le ministère français a changé les paramètres d'accès aux boîtes israéliennes à Eurosatory, disant que désormais, toutes les boîtes israéliennes, ce n'est pas comme les grands exportateurs des armées, mais ces boîtes auront besoin d'un permis d'exportation vers la France pour être admis à Eurosatory comme des pays, entre guillemets, plus problématiques. Est-ce qu'il y a en Israël, ces publications disent qu'il y a une décision politique de la France, peut-être liée à la guerre au Gaza. Est-ce que vous pourriez confirmer que votre ministère a changé les paramètres d'entrée pour les boîtes israéliennes? Merci. Merci pour ces questions. Alors, sur la première question, déjà, je vais laisser le colonel Godillère vous répondre. Bonjour, madame. J'en parle dans exactement 17 minutes des livraisons par air à Gaza. Je vous répondrai à ce moment-là. Il y a un point spécifique qui sera fait à ce moment-là. Sur la deuxième question, quand vous parlez des boîtes, c'est des entreprises? Oui. Ouais. Il n'y a pas de... Enfin, on ne fait pas de commentaires là-dessus. On viendra plus tard éventuellement sur cette question. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Humid Danmez pour Anadolu. Ma question concerne le Niger. Les autorités militaires au pouvoir au Niger ont annoncé récemment la découverte à Niamey d'une cache d'armes appartenant à la mission européenne EUCAP Sahel, dont fait partie la France. Certaines de ces armes ne figuraient pas sur la liste convenue avec les autorités nigériennes et seraient détruites par les soldats français avant leur départ. Selon Niamey, le but de cette cache d'armes était de déstabiliser le Niger. C'est la version de Niamey. Quelle est la réponse de Paris à ces allégations? Je vous remercie. Alors, est-ce que éventuellement... Ouais, bon, je laisse le colonel Godillère. Nous avons quitté le Niger, les armées françaises ont quitté le Niger fin 2023. Et donc il n'y a plus d'activité de coopération, quoi que ce soit, militaire au Niger. Merci. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer donc au focus thématique dédié cette semaine à l'intelligence artificielle, à la suite de la présentation de la stratégie ministérielle par le ministre des Armées vendredi dernier. Le développement d'intelligence artificielle au sein des armées est une réalité depuis plusieurs années. En 2018, la stratégie nationale pour l'IA, déclinée en feuille de route par le ministère des Armées, a permis de renforcer les capacités de recherche françaises dans ce domaine et de développer plus de 400 projets au sein de nos armées. L'évolution du contexte géopolitique et l'apparition de l'intelligence artificielle générative ont amené le ministère à adapter sa politique en matière d'IA afin de développer l'IA de défense qui permettra d'asseoir sa souveraineté dans ce domaine. Ce nouveau virage est voulu par le ministère qui a pleinement conscience des enjeux et comme l'a annoncé Sébastien Lecornu vendredi, je le cite, parmi tous ces défis, le saut technologique que représente l'intelligence artificielle est sans doute celui qui révolutionnera la manière de faire la guerre ou même, plus important encore, de l'éviter. En somme, cette stratégie vise à orienter, anticiper et accélérer l'utilisation de l'IA dans le domaine de la défense grâce à la centralisation des moyens dédiés. Pour remplir ces objectifs, le ministre des Armées a annoncé l'ouverture de l'intelligence artificielle, de l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, AMIAD, un pôle d'excellence qui coordonnera les différents projets IA pour permettre leur passage à l'échelle et donc l'augmentation des productions dans le domaine. Je vais maintenant céder la parole à Bertrand Rondepierre qui va diriger l'AMIAD afin de vous présenter l'agence et ses missions. Bertrand, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi de me prêter à cet exercice pour la première fois, je dois le confesser. Ce que je voudrais faire pour commencer, c'est recontextualiser la stratégie et les annonces avant de parler de l'agence elle-même, enfin, ce qui est l'objet qui vous occupe plus particulièrement. Donc ça a été dit à l'instant, c'est pas en 2024 que le ministère s'est réveillé pour prendre le virage de l'IA, donc 400 projets qui étaient déjà mentionnés, des investissements depuis 2018 et des armées de direction et services qui se sont saisis du sujet amplement ces dernières années.
Cependant, on assiste depuis quelques années à une accélération assez nette et très significative du progrès technologique, notamment avec l'IA générative, et la maturité du coup de l'IA a été en croissance assez accélérée sur la dernière année. Et en fait, il y a beaucoup de facteurs, mais je pense que ce progrès technologique nous impose de changer de rythme. Notamment, je pense qu'il est important de souligner un point important qui est que pour moi, l'IA ne relève plus du champ de l'innovation. C'est-à-dire que même si une part le restera évidemment, elle doit être considérée comme une technologie qui relève des applications opérationnelles. Et d'ailleurs, il suffit de regarder tous les développements qui sont faits dans l'écosystème civil, que ce soit des géants du numérique dans l'industrie, BITD ou non, PME, start-up, pour s'en convaincre. Et d'autant plus d'ailleurs sur la scène des start-up au cours de ces derniers mois. En revanche, ce qui est clair, c'est que la généralisation de l'IA, si elle est de plus en plus présente, elle est particulièrement dans son emploi maîtrisé, dirons-nous. Elle appelle de nouveaux besoins, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, et l'accessibilité de l'IA n'en a pas pour autant réduit la complexité, bien au contraire. Donc pour en venir à l'agence, je ne sais pas si normalement j'ai des slides, si on peut me montrer une. Alors, on peut passer les slides. Elles sont très peu fournies, mais c'est juste pour poser les choses. Donc déjà, pour qualifier un objet par éventuellement la négative, la mission de l'agence, donc c'est pas de pousser une vision ou de convaincre ou d'évangéliser le ministère autour de l'IA, parce que, encore une fois, les armées de direction et services sont partie prenante et unanimement moteur sur le virage que nous devons tous prendre au sein du ministère. Donc la mission qui est synthétisée à l'écran, alors synthétisée en tout cas par rapport à la commande qui m'est faite, dirons-nous, à mon sens, c'est de contribuer à la transformation des armées, direction et services en accélérant l'intégration de l'intelligence artificielle au profit des opérations, des processus organiques pour accroître notre supériorité opérationnelle et l'efficacité au quotidien des agents du ministère. En prenant une inspiration ensuite, et si on s'attarde sur certains mots de l'énoncé, d'abord la contribution à la transformation. Ce qu'on cherche à souligner par là, c'est qu'encore une fois, je me répète, la dynamique de l'IA dans les armées, direction et services, elle est préexistante. Donc ce n'est pas nous qui la décrétons. En revanche, on ambitionne évidemment à la porter encore plus loin qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et sur la partie transformation, elle n'est pas le seul facteur de transformation des armées. Enfin, il y a beaucoup d'autres problématiques qui sont apportées. Donc il s'agit de transformation et il s'agit d'y contribuer avec l'IA, mais pas que. Pour prendre un exemple simple et dirons-nous non contractuel, la production de synthèse, qui est une opération assez classique faite par des traitants au profit du commandement, on voit bien que l'IA générative fournit des capacités de synthèse et on va pouvoir réfléchir à comment cette opération, la mise à disposition d'informations pour le commandement et la production de ces synthèses pourrait être fait d'une façon un petit peu différente. Et donc la transformation, on voit que c'est autant la technologie sous-jacente que le processus qui l'habille d'une certaine façon. L'accélération, j'insiste encore une fois sur le fait qu'on n'est pas dans une démarche nouvelle, et donc il s'agit vraiment de l'amplifier et de la pousser jusqu'au bout. De conception, production, déploiement, suivi du cycle de l'IA, le but c'est bien d'obtenir à court terme des réalisations très concrètes. L'intégration, c'est aussi un mot important parce que tout ça est étroitement lié aux opérations d'armement, mais pas que, parce qu'il y a aussi des sujets qui sont autoportants. D'ailleurs, ces opérations sont le cœur du travail de la DGA, qui elle aussi est autant moteur que partie prenante sur la démarche. Enfin, dans cette mission, il est question de finalité. Donc, on soulignera évidemment que ça concerne notre façon de faire la guerre, mais il ne faut vraiment pas négliger le fait que c'est aussi notre façon de travailler en tant qu'organisation, et ce qui finalement est la vie quotidienne de nos agents, et là où le ministère est peut-être moins différent ou a moins de spécificité par rapport à d'autres secteurs, le privé ou d'autres administrations au sein de l'État. Pour donner un exemple, je pense que sur les agents conversationnels, les attentes sont assez fortes, que ce soit au Minarme ou ailleurs. En conclusion, sur cette mission, je pense que le point focal sous-jacent, c'est la problématique du passage à l'échelle. On est dans un ministère complexe qui mêle une complexité et une gravité des cas d'usage. Il s'agit quand même de s'outiller pour faire la guerre. Complexité de l'environnement, on est sur des données qui sont parfois sensibles, qui ont des notions de classification qui sont assez spécifiques à nos usages. Complexité de l'existant avec le legacy, les systèmes qu'on a. Et du coup, transformer une idée en un succès opérationnel, ça nécessite de mener une démarche de bout en bout, conception, livraison d'un produit, et c'est ça que l'agence a vocation d'incarner, en collaboration évidemment très proche avec toutes les armées, directions et services. Pour ça, donc, une mission, il y a aussi une question de méthode. On parle de l'IA comme un objet technologique, c'est évidemment une grande partie de ce qui nous occupe. Cependant, pour le processus d'atterrissage de l'IA dans les opérations, il ne faut pas négliger l'importance des complexités liées à l'humain, à la culture, l'organisation et au processus d'intégration de l'IA au sein du ministère. Les initiatives sont déjà foisonnantes. Le chemin effectué depuis 2018 fait qu'on s'est déjà emparé de ce sujet et on a réalisé qu'il fallait avoir une méthode adaptée et du coup différente.
Donc proximité avec le besoin, vitesse d'itération dans les développements, collaboration, aussi bien en interne du MINARM qu'en externe, avec la BITD et au-delà. Pour moi, la MIAD a vocation à incarner ce changement de méthode et à contribuer à le professionnaliser. C'est-à-dire que déjà, il faut réintégrer un certain nombre de capacités en interne du ministère, donc notamment sur les cas les plus complexes, où on peut imaginer que, enfin on n'imagine pas d'ailleurs, où nos données sensibles n'auront pas vocation à sortir de ce ministère. Et donc ça fait que si on n'internalise pas, c'est tout simplement impossible de répondre à des cas d'usage d'IA qui les traitent. Ensuite, en mettant de nouveaux moyens de collaboration avec l'écosystème de l'IA, d'ailleurs des académiques aux industriels et jusqu'aux startups du domaine, c'est-à-dire qu'on parle de la BITD, mais l'industrie de l'IA est beaucoup plus large que ça. Pour prendre un exemple, sur certains cas d'usage, on pourra imaginer soit sortir des données un petit peu moins sensibles, soit amener des industriels externes à nos données quand on ne pourra pas les sortir. Donc ces modes de collaboration aujourd'hui sont déjà en cours d'élaboration, mais l'AMIAD a vocation à les incarner, à les mettre en œuvre. Il faut noter aussi que le panorama de l'IA française, il est florissant. Ces derniers mois, le ministre, lors de son ordre du jour, a cité l'exemple de Arthur Mensch et de Mistral AI. Ce que je dirais, c'est que l'AMIAD, en tant qu'acteur de l'écosystème, a une place à trouver, au même titre que n'importe quel d'entre eux, et du coup, des liens à tisser. Enfin, en professionnalisant la communauté de l'IA et l'exercice de passage à l'échelle des initiatives, on va créer évidemment des processus robustes de conception, de développement, de déploiement pour nos besoins propres. Et sur ce point de la méthode, je terminerai avec les conditions de succès. L'accélération, c'est-à-dire que la priorité, au risque de me répéter un certain nombre de fois, c'est bien de déployer de façon opérationnelle de l'IA et de le faire à un rythme soutenu. La subsidiarité, parce que si l'AMIAD a vocation à incarner la politique de l'IA, c'est pas en préemption, mais c'est au contraire dans une logique de collaboration, de co-construction et d'appui. L'agence va centraliser des moyens, des expertises qui sont uniques et peut-être inédits au sein de ce ministère, ou en tout cas dans ces volumes. Et l'idée, c'est bien d'alimenter, de coordonner l'ensemble des démarches en IA qui vont s'articuler autour. Et le dernier, c'est l'intégration au sein du ministère, parce que l'IA ne pourra pas et ne devra pas vivre de façon autonome. Autant la MIAD que le développement qu'elle permettra ont vocation à être partie intégrante de la gouvernance, des processus opérationnels, pour s'assurer de l'atterrissage effectif que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, que ce soit dans un modèle autoportant, il y a des choses qu'on pourra faire seul, ou en collaboration très étroite avec la DGA, notamment dans le cadre d'opérations d'armement, qui, encore une fois, est déjà à l'initiative sur ce genre de sujet. Pour terminer sur l'organisation et les moyens, le propos qui précède, évidemment, n'a pas grand sens si on n'y consacre pas, moi, des moyens spécifiques. Et c'était bien le sens des annonces de vendredi dernier. Donc déjà, l'intelligence artificielle, si elle est artificielle, elle est surtout avant tout une question d'intelligence humaine. Et donc, on a besoin de l'expertise, en fait, pour accomplir ces missions. Donc pour ça, on a deux localisations majoritaires. D'une part, Palaiseau, qui sera le fer de lance sur le volet recherche et qui a vocation à accueillir, en collaboration avec les partenaires académiques, des équipes de recherche. Et à Bru, ou à proximité de Rennes, sur le site de DGAMI, un pôle technique qui sera un réservoir de compétences unique en ingénierie IA, encore une fois, au sein du ministère. Ces deux ensembles, ils représentent à peu près 300 talents qui seront recrutés d'ici 2026. Le deuxième point, c'est les moyens de calcul, ce qui est peut-être pas la nouveauté, mais en tout cas le point d'attention particulier depuis l'avènement de l'IA générative. Ils sont déterminants pour la conception, la mise en production de nos IA, et d'autant plus maintenant, donc encore une fois, avec cette technologie qui est émergente avec l'IA générative. Donc le calculateur classifié, ça a été annoncé, il a vocation à entrer en service en 2025 sur le Mont Valérien. Et pour terminer sur les moyens financiers, donc le ministre l'a annoncé, la MIAD sera dotée de 300 millions d'euros par an sur la LPM pour mener à bien ses missions. Pour conclure, je dirais que ces travaux internes que nous menons actuellement montrent que, et les sollicitations que je reçois aussi à titre personnel, montrent qu'il y a un enthousiasme assez clair autour de ce projet, que ce soit encore une fois en interne au sein des armées, direction et services, mais aussi sur tout l'écosystème civil qui manifeste un enthousiasme à l'égard du projet et de l'ambition qu'on essaie de porter. Et à titre personnel, je ne peux que me réjouir de l'afflux de talents de tout horizon qui soit avide de contribuer à ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions en salle ou en audio? Allez-y. Ah, petit micro.
Dans cet écosystème que vous décrivez, est-ce que... Est-ce que vous pouvez juste... Oh, pardon, excusez-moi, je suis Laura Magaverio du Parisien. Dans cet écosystème que vous décrivez, donc avec une certaine synergie du monde de la défense et des communautés civiles concernées, vous prévoyez de mettre un pied dans la formation, dans le monde académique? Ce serait une espèce de... peut-être une façon de boucler la boucle? Alors, c'est effectivement le genre de sujet qu'on est en train de réfléchir. Ce qui est clair, c'est que, surtout avec la montée en puissance RH de la MIAD, on a fortement intérêt à s'impliquer dans les formations autour de l'IA, et d'ailleurs à double sens, c'est-à-dire que nous, en tant que bénéficiaires, parce que on va recruter et attirer des talents, donc ça paraît évident, mais je pense aussi de l'autre côté, parce que on est sur un sujet de défense qui est un petit peu spécifique, qui est particulièrement intéressant. Enfin, sur la nature des données, on a des choses assez uniques, et donc on a aussi intérêt à faire la boucle retour vers les formations. Et d'ailleurs, on parle des formations, mais en fait, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que on peut y penser dès le bac avec différentes écoles, bac plus 3, bac plus 5 en fonction des différentes spécialités, mais on peut aussi penser jusqu'au niveau thèse par exemple, où l'enjeu, et je l'ai mentionné très brièvement, l'enjeu avec Palaiso sur ce fer de lance justement académique, c'est aussi d'aller intéresser la communauté académique à nos sujets de défense, et sans dévoiler de secret, avoir des thésards qui soient dans des labos académiques mais qui travaillent sur des sujets qui sont peut-être pas de défense directement, mais en tout cas qui sont très proches de nos intérêts, c'est évidemment une ambition claire, oui. Avons-nous des questions en audio? Pas de questions en audio. D'autres questions en salle? Bon, bah écoutez, merci beaucoup Bertrand, et nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Merci Madame la Directrice et bonjour à tous. On commence par le flanc Est, où les armées françaises sont pleinement engagées dans le renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc Est. Donc, elles contribuent activement à des missions de réassurance de l'Alliance avec des moyens adaptés et réactifs. Et vous avez pu voir durant ces derniers mois, voire cette dernière semaine, de nombreux déploiements concernant un exercice majeur et un continuum qui représente en fait un continuum d'exercices entre fin janvier et juin, et qui s'appelle Steadfast Defender, allant de la Norvège jusqu'à la Méditerranée en passant par tout le flanc Est. On commence avec la mer Baltique, avec un exercice avec la marine suédoise. Après avoir réalisé une navigation inédite dans les glaces, que vous pouvez voir à l'écran, pour une frégate multimission en mer Baltique, appuyée par un brise-glace finlandais, la Frem Aquitaine a fait escale du 1er au 5 mars dans la capitale finlandaise. La Frem Aquitaine a réalisé le premier entraînement de la mer avec la Suède depuis son adhésion à l'OTAN. Ainsi, elle a réalisé le 9 mars un exercice d'évolution tactique et un échange de marins avec le patrouilleur lance-missile Stockholm, réalisant la première rencontre à la mer avec un bâtiment suédois, depuis donc l'accession de la Suède à l'OTAN la semaine dernière. Cette action a permis de démontrer d'emblée le haut niveau de standards et procédures communes permettant de contribuer ensemble à la posture défensive de l'Alliance. Pour la mission Lynx, le 9 mars 2024, l'exercice d'alerte Vanguard Combat Team a été déclenché au camp de Tapa en Estonie. Cet exercice visait à tester la réactivité opérationnelle du SGTIA, le sous-groupement tactique interarmes Lynx, et d'évaluer son aptitude à être déployé en ordre de combat en moins de 6 heures pour répondre à tout type de scénario de crise. Les 300 soldats du SGTIA Lynx sont pleinement intégrés à la défense du territoire estonien, aux côtés bien sûr des alliés britanniques et estoniens, dans le cadre de la défense collective du flanc est de l'Alliance. En plus de cette mission à Tapa, il y a eu le déploiement d'une compagnie d'infanterie légère en Estonie. À partir du 5 mars 2024, une CIL, donc, armée par une compagnie du 2e régiment étranger parachutiste, a été déployée en Estonie pour une durée de 3 mois. Pendant son déploiement aux côtés de l'Estonian Defence League, la compagnie participera à des entraînements et exercices conjoints visant à consolider la coopération entre l'Estonie et la France et à monter en puissance jusqu'à l'exercice annuel Spring Storm prévu en mai 2024. Cette compagnie
légère est intégrée directement sous commandement estonien et ça démontre l'engagement résolu de la France sur le flanc est de l'OTAN. Dans les airs, dans le cadre de la mission Enhanced Air Policing, une série d'entraînements interalliés avec des Mirage 2000-5 de la mission EAP qui ont multiplié les actions d'entraînement opérationnel avec différents partenaires de l'Alliance tout au long de la semaine. Ainsi, le 6 mars, 3 Mirage 2000-5 ont décollé de la base de Siolai, où ils prennent l'alerte de police du ciel dans le cadre de la protection des cieux baltes. Mais cette fois-ci, ils ont décollé donc en direction de la Pologne pour une mission d'entraînement à l'interception au profit de 4 Eurofighters italiens. Le lendemain, le 7 mars, 3 Mirage 2000-5 ont décollé de Lituanie pour une nouvelle mission d'entraînement où ils ont réalisé des missions de combat aérien simulées en patrouille mixte interalliée. Ainsi, 2 Mirage 2000-5 et 2 F-16 Bells ont réalisé une mission d'entraînement au combat aérien, ensuite dans le ciel lituanien. Enfin, le 8 mars, 2 Mirage 2000-5 encore de la mission de police du ciel Enhanced Air Policing ont décollé pour un entraînement avec 2 Eurofighters allemands. Les chasseurs alliés allemands ont décollé de la base de Lillevard en Lettonie, où ils sont stationnés depuis début mars pour assurer aussi la mission Enhanced Air Policing pour la protection des cieux baltes. Les chasseurs français et allemands se sont retrouvés dans le ciel lituanien pour réaliser une mission d'entraînement au combat aérien. Ces missions, toute cette série de missions permettent aux chasseurs français et alliés de confronter leur système et leur savoir-faire. Elles sont également l'occasion de démontrer et de renforcer les capacités de coordination des nations engagées dans le dispositif de réassurance sur le flanc Est, ainsi que leur capacité à agir très rapidement afin de protéger l'espace aérien dans cette zone. Enfin, pour la mission Aigle, en Roumanie, du 5 au 6 mars, des militaires français, belges et roumains du Multinational Battle Group se sont entraînés au guidage d'avions de chasse depuis le sol sur la base aéronavale de Capoumidia, à l'est de la Roumanie. Profitant de la présence de Rafales français et de l'armée de l'air et de l'espace stationnés sur la base aérienne de Borchea, dans la région de Fetesti, les spécialistes de l'appui aérien, ou Joint Terminal Attack Controller, JTAC, ont travaillé ensemble leurs procédures de guidage et d'appui aérien pour ce qu'on appelle du Close Air Support, donc de l'appui-feu rapproché par des avions de chasse au profit de troupes engagées au sol, avec leurs homologues au sol et d'autres nations de l'OTAN. Cet exercice multinational a permis de mettre en commun, là aussi, des procédures complexes dépendant de la situation tactique au sol et conférant aux forces de l'Alliance une supériorité opérationnelle dans le cadre toujours de notre posture défensive et dissuasive du flanc est de l'Europe. On va faire un focus plus particulièrement sur les gros exercices de Steadfast Defender qui ont eu lieu la semaine passée. Je pourrais vous faire un récapitulatif, je l'avais déjà fait la semaine dernière, de ce qu'il rassemble sur les 5 mois de continuum. En tout cas, en Atlantique Nord, au large des côtes norvégiennes, l'exercice Nordic Response est le 3e volet du déploiement Steadfast Defender 24 et il arrive à sa conclusion. Tandis qu'un sous-marin nucléaire d'attaque français participe à cet exercice en tant que force simulée d'opposition, le chasseur de mines Andromède était quant à lui chargé de guider le groupe amphibie constitué autour d'un navire américain, l'USS Gunston Hall, à travers une zone minée dans les fjords norvégiens. Par ailleurs, la frégate multimission Normandie a rejoint le groupe amphibie pour augmenter son niveau de protection face à une menace représentée par des unités norvégiennes. Enfin, le détachement de fusiliers marins embarqué pour l'occasion sur l'USS Gunston Hall s'est entraîné en environnement polaire, éprouvant leur savoir-faire par des actions exigeantes telles que des raids nautiques en eau froide et des infiltrations à ski en territoire hostile. Et ces exercices en grand froid avaient déjà été fait l'objet d'un exercice la semaine précédente avec le 7e bataillon de chasseurs alpins, engagé aussi, lui, en Norvège. L'ensemble de ces actions a permis d'entretenir et d'illustrer les capacités de contournement d'une stratégie de déni d'accès d'un adversaire potentiel. Cette 3e semaine de déploiement illustre à nouveau la capacité de l'Alliance à mener des opérations complexes dans un environnement multimilieu, multichamp, et démontre sa cohérence et sa détermination pour la protection des États membres. En mer Méditerranée,
et toujours dans ce continuum d'exercice, début mars, un sous-marin nucléaire d'attaque français a participé à l'exercice OTAN de lutte anti-sous-marine Dynamic Manta aux côtés de sous-marins, de bâtiments de surface et d'aéronefs alliés. Cet entraînement s'est déroulé en mer Ionienne et autour de la Sicile. Cet exercice est bien sûr intégré au méta-exercice Steadfast Defender. Et pour la Méditerranée centrale, cette déclinaison a lieu depuis le 24 février et vise à simuler la lutte pour contrôler le milieu et assurer la liberté de navigation face à un compétiteur cherchant à entraver les libertés d'action de l'Alliance sur son flanc sud. L'exercice démontre la capacité de l'OTAN à agréger des capacités du haut du spectre de ses membres dans un domaine de lutte particulièrement exigeant sur et sous la mer. Nous allons au Proche et Moyen-Orient. D'abord, dans la région du golfe d'Aden, où les armées françaises poursuivent leurs actions de sécurisation face aux menaces en mer Rouge et golfe d'Aden, bien sûr. Ainsi, la frégate multimission française agit au sein de l'opération Aspides, l'opération européenne Aspides, lancée il y a plus de 2 semaines maintenant, au sud de la mer Rouge. Le commandement de cette opération, je vous rappelle, a été confié à un officier général grec, dont l'adjoint est français, et le commandement à la mer ressort de l'Italie. Le samedi 9 mars, la FREMM française qui patrouillait dans le golfe d'Aden a détecté 4 drones de combat progressant vers Rennes, des drones qui ont été détruits en légitime défense lors d'une action coordonnée entre la frégate et des chasseurs français. Cette action défensive a directement contribué à la protection de plusieurs cargos, dont le cargo True Confidence, frappé le 6 mars dernier et par des drones en provenance du Yémen et en cours de remorquage. En outre, les frégates italiennes et grecques ont également engagé des drones hostiles dans cette zone et détruit des drones dans les derniers jours. L'Union européenne démontre ainsi son engagement pour la sûreté maritime du canal de Suez au détroit d'Ormuz, aux côtés d'autres initiatives. Pour les activités plus particulières aux forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, le 5e régiment de cuirassiers poursuit sa participation à l'exercice El Imeimat, organisé annuellement avec les forces terrestres émiriennes. Dans un scénario de haute intensité, cet exercice vise à entraîner les forces impliquant notamment le 54e bataillon de chars des forces émiriennes et donc du 5e régiment de cuirassiers, nativement interarmes et engageant des canons César et du char Leclerc, en passant par des véhicules blindés de combat de l'infanterie. Des exercices de tir réels et de combat en zone urbaine ponctuent cette phase de déploiement en zone désertique. El Imeimat est un exercice qui vise à aguerrir les soldats des deux nations partenaires, entretenir leur interopérabilité technique, tactique et humaine en vertu des accords qui unissent les Émirats arabes unis et la France. Pour répondre en partie à Madame, on va commencer par l'aide humanitaire à Gaza avec un film que vous pouvez envoyer, s'il vous plaît. Voilà. Dans le cadre de leur engagement humanitaire au profit des populations civiles touchées par le conflit dans la bande de Gaza, les armées françaises ont poursuivi leur mission de soutien à la population pendant les dernières semaines et plus spécifiquement pendant la semaine dernière. Le 11 mars, en coordination avec le partenaire jordanien et d'autres pays bien sûr, un avion français a renouvelé un largage de vivres au-dessus de la bande de Gaza.
Ainsi, depuis début janvier, 10 largages de fret ont été réalisés, donc un tout début janvier, et puis la série dont je viens de vous parler, elle a commencé fin février. Et donc 10 largages de fret en tout. Ils ont permis l'acheminement de plus de 55 tonnes d'aide humanitaire vers la bande de Gaza, au sein de missions et à la demande de l'armée de l'air royale jordanienne. La conduite de ces missions particulièrement techniques et complexes démontre l'étroite collaboration entre la France et la Jordanie, ayant initié ces missions de ravitaillement humanitaire depuis début janvier au profit de la population civile. Je fais un rapide focus en Afrique sur un exercice qui s'est déroulé pour les forces qui sont au Tchad, les forces françaises. Cet exercice s'appelle Bodelex et du 1er au 8 mars 2024, conjointement avec le partenaire tchadien. Cet exercice visait à éprouver des capacités de réaction des forces en terrain libre au Tchad. Durant cette phase d'entraînement réaliste, les soldats français et tchadiens ont mis en œuvre l'ensemble des savoir-faire de combat en milieu désertique, un entraînement qui illustre l'interopérabilité, bien sûr, aussi bien sur terre que dans les airs avec nos partenaires tchadiens. Ainsi, les aéronefs ont appuyé les troupes au sol, du transport au ciblage d'objectifs. L'exercice Bodelex s'est accompagné d'une action locale au profit de populations tchadiennes. Elle s'est concrétisée par une aide médicale ainsi qu'un projet d'assistance dans une école. Les forces françaises qui sont déployées au Sahel démontrent ainsi leur engagement quotidien pour les populations et la sécurité au Tchad. En Indo-Pacifique, pour les forces armées en Polynésie française, du 4 au 11 mars, un avion CASA de l'armée de l'air et de l'espace de Tahiti a participé à un échange d'une semaine avec des équipages des gardes-côtes américains au sein de la base aérienne de Barbers Point à Hawaï. Au cours de son déploiement, l'équipage a participé à des activités aériennes destinées à renforcer les liens avec les gardes-côtes américains. L'équipage français a utilisé cette station aérienne comme base d'opération pour toute la semaine, effectuant des vols dans toute la chaîne d'îles de Hawaï, avec une découverte donc d'un espace aérien complexe et très fréquenté, qui leur a permis notamment d'éprouver leurs procédures, puisque les îles, l'archipel d'Hawaï, constituent l'espace aérien le plus fréquenté à proximité de la Polynésie française, ce qui fait de la base donc, de Barbers Point un lieu d'entraînement idéal pour nos pilotes. Ces actions conjointes démontrent le haut degré d'interopérabilité et l'engagement commun des deux armées en faveur de la sécurité maritime, la lutte contre les trafics illicites et la préservation de l'environnement et l'appui aux populations soumises à des désastres environnementaux éventuels dans la région. J'ai terminé par ce point dans l'Indo-Pacifique et je suis prêt à répondre à votre question, madame. On va vous donner un micro. On va revenir dessus. Merci. Il y a quelques points que je ne comprends pas très bien. D'abord, cette coopération avec les Jordaniens, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez acheminé de l'aide qui est arrivée de la France vers la Jordanie et depuis la Jordanie, vous avez utilisé des avions jordaniens. Attendez, parce que j'ai plusieurs questions, s'il vous plaît. Et sur votre fiche aussi, dans le petit film que vous avez montré, il y avait plusieurs pays qui ont coopéré avec vous, à part la Jordanie. Or, le ministère de la Défense israélien a précisé qu'eux aussi, ils ont participé à cette coordination. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, pourquoi vous avez choisi à ne pas montrer ça dans votre fiche? Et ma question était aussi portée sur les choses de l'avenir. La France a dit qu'elle est intéressée à acheminer aussi de l'aide humanitaire à travers le port d'Ashdod. Donc, est-ce qu'il y a des choses prévues? Est-ce que vous prévoyez aussi d'envoyer depuis les Chypre? Est-ce que vous participez à cette discussion pour mettre en place ces couloirs maritimes? Et est-ce qu'il y a aussi une volonté française d'acheminer de l'aide par terre sur les, je ne sais pas comment on dit en français, de voies terrestres avec les nouveaux passages qu'Israël vient d'ouvrir? Merci. Alors, 4 questions. Je vais essayer de faire 4 réponses. Dans l'ordre. D'abord, comment est-ce qu'on fait la coopération avec la Jordanie? En fait, on est inséré dans des opérations aériennes jordaniennes.
C'est bien comme ça. On a un avion qui participe à des opérations aériennes qui lead, qui mène ces opérations en soutien aux populations civiles de Gaza. Les avions français, ils viennent de France, ils prennent du fret en France et ensuite ils vont sur des bases aériennes jordaniennes et puis décollent de Jordanie pour intégrer en fait un vol partenarial. Le premier vol début janvier, par exemple, alors là, c'était pas du fret alimentaire, c'était du fret de nature médicale qui était parachuté vers l'hôpital de Khan Younes, l'hôpital jordanien notamment, de Khan Younes. Ça, c'était franco-jordanien. Et ensuite, il y a eu une forme d'agrégation d'autres partenaires. Ce que je vous ai montré, les drapeaux que je vous ai montrés sur le donc ça me permet de répondre à la deuxième question, qui sont sur le film, ce sont les drapeaux d'avions qui ont participé avec nous, en fait, à ces séries de largage humanitaire. Vous voyez ? Donc, c'est les avions qui étaient en vol emmenés par les Jordaniens pour faire ces largages humanitaires. Donc, voilà, il y a chacun... Vous avez utilisé le mot coopération, c'est pas la même chose. Ben, c'est coopération, c'est une opération à plusieurs partenaires. Est-ce que vous confirmez qu'Israël a Ben, participé à la coopération de ces... C'est une opération jordanienne, d'accord ? Nous, on est intégrés dans un vol jordanien qui emmène plusieurs avions. Je n'ai pas plus de commentaires à faire sur ce sujet. Et après, dans l'espace aérien israélien, bien sûr. Ensuite, pour les autres moyens d'acheminement d'aide humanitaire, là aussi, je vais revenir à des choses qu'on a déjà faites. Il y avait, vous vous rappelez, un porte-hélicoptère amphibie qui était du côté de El Arish en Égypte et qui pouvait amener du fret aussi. Pendant toute cette séquence, il y a eu des vols d'avions cargo français, de l'armée de l'air et de l'espace, qui faisaient des rotations pour amener du fret humanitaire à l'aéroport d'El Arish, qui ensuite prenait des camions et allait par voie routière amener cette aide avec une ONG par le Croissant Rouge de mémoire, vers les populations civiles de Gaza. Donc l'air, et puis après des convois terrestres, mais qui ne sont pas de nous, évidemment. Et puis là, vous évoquez des possibilités maritimes qui sont pour l'instant au stade de réflexion pour les armées françaises. La France participe à cette réflexion américaine, grecque, etc. Au niveau de la réflexion, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens français, à l'heure où je vous parle, qui sont engagés dans ces opérations. Autre question ? Merci mon collègue. Je voudrais juste l'orthographe de l'opération au Tchad, s'il vous plaît, parce que j'ai... Bodeleix, B-O-D-E-L-E-X. Je vous remercie. Madame Gavarro. Merci, colonel. Au niveau de notre action Aspides en mer Rouge, est-ce que nous sommes en coopération, discussion, quelle que soit la forme, avec les partenaires du Golfe, les Émiriens, les Saoudiens, qui sont concernés au premier chef par la sécurisation du détroit ? Alors, oui, bien sûr, l'opération est une opération européenne parce qu'elle engage des moyens européens, mais elle est dans une zone qui est bordée par des partenaires qui eux aussi ont des initiatives. Donc, je ne doute pas qu'il y a un dialogue qui est établi avec cette opération qui vient de commencer et qui coopère avec des États de la région. Non, mais je peux poser la question plus précisément. Ouais. Toutes les initiatives qui contribuent à la sûreté maritime, on va dire, de Suez à Hormuz, sont évidemment très importantes et sont coordonnées pour protéger une zone stratégique avec un flux maritime qui est énorme.
qu'il y a d'autres questions en audio ou en salle? Non, pas de questions. Pas de questions en audio. Merci beaucoup, colonel. Merci à tous d'être venus et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 21 mars. Très, très bonne journée à tous.